stratégie action américaine. C'est donc le thème du jour avec à mes côtés en plateau Julie Jourdan, gérante action américaine chez Amplégest. Bonjour et bienvenue Julie. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver. Effectivement, on entre dans la période des publications de résultats trimestriels. Parlons peut-être de la manière dont les investisseurs attendent ces résultats du troisième trimestre. On peut parler des perspectives bénéficiaires. On peut dire un mot peut-être aussi de la valorisation du marché américain. On a beaucoup commenté à cette antenne le fait que les actions européennes étaient revenues sur des niveaux de valorisation très déprimés. Autour de 10 fois le PE forward pour le stock 600. On paye 10 fois, à peine 10 fois les bénéfices des 12 prochains mois sur le marché européen aujourd'hui. On n'en est pas là du tout aux États-Unis, Julie. Non, on n'en est pas là. On est effectivement revenu aussi de manière assez significative, puisque en début d'année, le marché se payait 21 fois. Aujourd'hui, on est autour de 16 fois. Donc, c'est un niveau qui est en dessous des moyennes sur 5 ans et sur 10 ans. Avec effectivement, ce qui est à noter, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on a eu des révisions de profit qui ont été assez significatives pour les publications de ce trimestre et de la fin de l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui est important puisqu'il y a une accélération des révisions qui s'est opérée en fait ces dernières semaines. Puisque pour prendre l'exemple de ce trimestre qui va commencer, eh bien, on attend désormais des publications de résultats en hausse de 2,9%. C'est une révision en baisse de 6,5%. Donc c'est très significatif. C'est assez atypique. On n'a pas ça extrêmement souvent. Effectivement, on a eu ça évidemment en 2020 dans des proportions qui étaient largement supérieures liées à la pandémie. Mais c'est vrai que quand on regarde par rapport à l'histoire, globalement, c'est des niveaux de révision qui sont assez importants. Est-ce que ça sera suffisant ? Il faudra voir. Et puis, il faut voir à l'intérieur de ces révisions comment ça se répartit d'un point de vue sectoriel. Et là, effectivement, on a des divergences assez significatives. Qu'est-ce qui a été le plus révisé à la baisse, en l'occurrence ? Alors, à la baisse, on va retrouver des secteurs qui vont souffrir soit de la baisse des prix, par exemple les matériaux, qui sont le secteur qui a été le plus fortement révisé à la baisse. On va retrouver également tout le secteur des communication services, où là, effectivement, les craintes sur à la fois le marché publicitaire c'est par exemple Facebook et Snap, pour dire les choses. C'est essentiellement Facebook et Snap qui donnent le là, en tout cas, dans le secteur des services de communication. Tout à fait. Et de l'autre côté, on va retrouver des révisions positives, toujours dans le secteur de l'énergie. Et le secteur de l'énergie, il faut savoir que ça va rester le principal contributeur à la profitabilité ce trimestre encore, puisqu'on attend 110% de hausse des profits. Ça veut dire que sans le secteur de l'énergie, les résultats vont être à zéro. Vont peut-être en dessous, comme au dernier trimestre. Au dernier trimestre, c'est ce qu'on avait eu. On avait eu des profits qui montaient de l'ordre de 7%, mais hors énergie, on était dans le négatif. Donc il faut bien avoir en tête qu'on a des divergences de parcours extrêmement importantes. Et donc cette valorisation des marchés, on va surtout écouter les messages des entreprises, puisque, effectivement, comme vous le disiez, les facteurs de risque évoluent assez rapidement. Quand on parle de grandes entreprises globalisées, les messages de FedEx ou de Nike ne sont pas passés inaperçus, Julie, effectivement. Donc des warnings. J'ai encore en tête le message du patron de FedEx qui, franchement, c'était il y a quelques semaines, n'y allait pas de main morte. Tout ce qui remonte du terrain depuis quelques semaines, donc c'était courant septembre, c'est mauvais. Il n'y a rien qui va nulle part. Nike évoquait notamment la force du dollar également comme un vent contraire aujourd'hui pour ses ventes à l'international, avec des effets de stock, là aussi, qu'on retrouve, mais on a eu déjà des messages de Walmart ou de Target, de grandes enseignes de retail américains, sur la question de la gestion des stocks. Qu'est-ce qu'on retient des messages envoyés par FedEx et Nike ? Est-ce que c'est des situations spécifiques à ces entreprises ou est-ce qu'il y a une lecture globale à retirer des messages qui ont été envoyés ? Alors Nike, c'est un exemple qui est vraiment très emblématique des niveaux de risque en fait dans le marché, puisque Nike, c'est une entreprise qui est extrêmement bien gérée, qui est considérée comme une entreprise agile, avec un management de grande qualité et qui effectivement a publié des résultats qui ont montré des fragilités au niveau des marges, de la gestion des stocks, toujours une situation en Chine qui reste compliquée. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est très emblématique de tous ces risques. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qui capte tous les risques de la planète, quoi. Qui capte, en tout cas, beaucoup des risques de la planète. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On peut retenir qu'en Chine, ça s'est stabilisé, mais que ça reste un peu compliqué. Donc effectivement, les confinements qui ont encore eu lieu sur le mois d'août jusqu'à début septembre
ont encore des impacts et viennent encore, on va dire, freiner la consommation des ménages. Donc ça, c'est un premier risque, avec potentiellement d'autres acteurs qui captent des parts de marché en Chine. Donc, un premier élément. Deuxième élément, les stocks. On parle de 44% de hausse et 65% aux États-Unis. Donc, on parle de hausse spectaculaire qui reflète deux choses. Et c'est ça qui est très intéressant. La première chose, c'est que ça reflète tous les retards de livraison qu'on a pu avoir sur les 2 derniers trimestres. Donc, on va avoir à la fois les retards des 2 premiers trimestres et on va avoir de chaussures qui rentrent dans les entrepôts en même temps. Et c'est ça. Des nouvelles commandes pour la fin de l'année. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit on continue de payer, et ils payent au prix fort la logistique, et ça vient pénaliser leur marge. Donc, ce qui s'est passé sur la première partie de l'année. Et en même temps, on voit bien qu'il y a une nette amélioration maintenant dans les approvisionnements, puisqu'ils ont leurs commandes en avance. C'est beaucoup plus fluide. Donc, effectivement, ça nous dit, effectivement, les problèmes d'approvisionnement risquent encore d'être un peu pénalisants, mais on est en train plutôt d'en sortir, et les prix du fret le reflètent bien, puisqu'on a vu que les prix du fret sont en baisse de plus de 70% en year-to-date. Donc, c'est vrai que ça, c'est un élément positif qu'on peut ressortir de cette publication, même si c'est ce que nous dit FedEx. C'est on a quand même une dégradation de la demande du consommateur. Et ça, c'est un sujet qui est important, qui est de dire finalement, ce consommateur, en début d'année, on a vu qu'il normalisait sa consommation, il passait d'un achat de biens extrêmement fort à plus de services. Milieu de l'été, on voit qu'il commence à faire ce qu'on appelle dans le jargon du trade down, c'est-à-dire à finalement réduire ses achats en termes de prix. Est-ce que maintenant qu'on arrive dans la période la plus importante de l'année, est-ce que ce sont des choses qui vont continuer à se concrétiser et à s'amplifier? Et ça, c'est un peu les messages qu'on attend de voir au moment des publications de résultats sur la partie consommation, on va dire. Le marché a révisé les attentes du 3e trimestre. Est-ce qu'il a déjà commencé à réviser les attentes des trimestres suivants? 4e trimestre, qui est un trimestre important pour la consommation, mais déjà aussi les ambitions qu'on peut avoir pour 2023. Est-ce qu'on est déjà là aussi dans des phénomènes de révision, Julie? Alors, sur le 4e trimestre, on a vu effectivement déjà un certain nombre de révisions baissières. Pour l'année prochaine, on attend toujours une croissance des profits de l'ordre de 8,5%. Donc ça, c'est quelque chose qui reste élevé. C'est un chiffre qui peut être fragile. C'est un chiffre qui peut être fragile, et je pense qu'il y a effectivement, outre la consommation des ménages dont on vient de parler avec l'exemple de Nike, on voit bien que les préoccupations des chefs d'entreprise sont en train d'être de plus en plus tournées vers la possibilité, ou en tout cas l'évocation d'une récession, qui n'était quasiment pas évoquée au premier trimestre. On l'a vu dans les dernières publications, les CEO commencent à évoquer ce sujet comme une crainte de leur part, ce qui ne s'est pas traduit du tout par des baisses de commandes, par une baisse de la demande. Donc, les publications vont permettre d'avoir un peu plus de visibilité et pourront effectivement, selon la vigueur de la demande, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de signaux de dégradation forts là-dessus, éventuellement d'avoir des révisions. Mais voilà, aujourd'hui, on a des préoccupations qui évoluent. On a effectivement le dollar qui est un sujet de fragilité pour les estimations. Après, on sait que les entreprises américaines sont très agiles, qu'elles s'adaptent assez vite. Donc voilà, ça sera des choses qu'il faudra surveiller. On n'y va pas à pas, trimestre à trimestre. Et c'est vrai que pour l'instant, l'attention est focalisée sur ces résultats du 3e trimestre et les messages qui seront envoyés par les entreprises. Dans ce contexte de marché chahuté, évidemment, Julie, quelles sont les grandes lignes d'une stratégie d'investissement, de votre stratégie d'investissement pour le marché américain spécifiquement aujourd'hui ? Alors, je crois que la stratégie d'investissement, c'est quelque chose qui doit être considéré vraiment donc, dans la durée. C'est un cap, et donc ça nécessite en fait d'être à la fois très clair et à la fois très rigoureux. Et donc, nous, chez Amplogest, on a une stratégie qui est véritablement sur le pricing power. Alors, le pricing power,
tout le monde en a parlé récemment et effectivement, nous chez Amplogest, ça fait depuis 2014. C'est un ADN qui a au moins 10 ans. C'est un ADN exactement. qui est effectivement extrêmement... qui remonte à plusieurs années. Donc on n'a pas commencé avec l'inflation en fait. C'est quelque chose qui date de bien avant. Et ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les sociétés qui ont un pricing power structurel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, ça veut dire qu'il faut pouvoir objectiver ce pricing power au regard d'un certain nombre d'éléments. C'est le positionnement de la société, les barrières à l'entrée, son évolution en termes de part de marché, tous les éléments qui rendent une société incontournable et qui lui permettent d'asseoir, d'augmenter ses parts de marché et d'avoir des niveaux de croissance qui sont tout à fait satisfaisants, finalement, quel que soit l'environnement de marché, et d'être beaucoup plus résilient, quel que soit le cycle de marché. Et ça, c'est vraiment très important. Est-ce que les gagnants du pricing power qu'on a vu dans les années passées seront ceux des prochaines années, ou est-ce que là aussi, le monde change et donc le thème du pricing power se déplace également avec ce monde qui change? Je pense que le monde change tout le temps. Oui. Ça, je pense que pour le coup, change très vite en ce moment. Je suis d'accord. On le voit, il y a des évolutions permanentes. Donc ça veut dire qu'il faut faire un stock picking très exigeant, d'être extrêmement rigoureux. Et cette rigueur, elle passe par le fait à la fois d'identifier, je dirais, des secteurs qui pourraient avoir intrinsèquement plus de pricing power, mais aussi je dirais, au sein de ces secteurs, d'identifier les valeurs, les sociétés qui sont, d'un point de vue, je dirais, d'analyse financière les plus intéressantes. Mais effectivement, on va trouver aussi des valeurs qui ont du pricing power sur des secteurs, finalement, qui sont un petit peu moins naturellement, je dirais, bénéficiaires. Pas juste le luxe, quoi. Non, mais... En fait, le pricing power, c'est pas faire du haut de gamme. C'est effectivement trouver des sociétés qui sont incontournables. Ouais. Donc, c'est une nuance qui est extrêmement importante. Et c'est vrai que ça nécessite effectivement, encore une fois, d'avoir un processus exigeant, de garder le cap et de profiter de ces marchés pour éventuellement identifier des opportunités. C'est ça qui est important. C'est vraiment garder ce cap, garder ce processus et, je dirais, effectivement, toujours se remettre en question puisque le monde change. On est dans des marchés d'opportunités là. Enfin, on l'est toujours. Enfin, c'est votre métier d'investir sur les marchés actions, donc bien sûr. Mais c'est déjà un moment d'opportunité là dans ces marchés. Alors aujourd'hui, c'est difficile. On a peu de visibilité, mais effectivement, quand on regarde d'un point de vue société, on a des sociétés sur lesquelles on peut trouver effectivement des points de renforcement ou des points d'entrée. Ça, je dirais, c'est quelque chose qui effectivement semble tout à fait réaliste. Après, effectivement, d'un point de vue marché, on est dans un marché qui est peu de visibilité, marché de hausse des taux. Très macro et qui sera drivé essentiellement par des chiffres autour de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose où on espère avoir des bonnes surprises d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Julie. Merci pour cet éclairage spécifique sur le marché américain, les enjeux des résultats du troisième trimestre qui vont commencer dans les prochains jours. Julie Jourdan, qui était avec nous en plateau, gérante action américaine chez Amplogest.